pense que quand tu es CEO, tu manques de gens qui viennent te challenger. Je m'appelle Alexandre Linck, je suis cofondateur et CEO de Tudigo. Et chez Tudigo, je suis en charge de tous les sujets de développement, donc tout ce qui va être lié à la croissance, le commercial, le marketing, la relation client. Tudigo, c'est aujourd'hui la plateforme leader de l'investissement non coté, toute classe d'actifs. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on permet à des particuliers d'investir au capital de PME ou de leur prêter de l'argent. Dans le jargon du financement et de l'investissement participatif, on dirait qu'on fait du crowd equity et du crowd lending, également du crowdfunding IMO. Donc c'est un petit peu technique, mais en gros l'idée c'est que nous, on va connecter des entrepreneurs qui ont besoin de fonds pour continuer à croître, pour accélérer leur croissance, et des investisseurs qui sont des particuliers, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui mettent des tickets de 1000 €, des gens qui mettent des tickets de plusieurs centaines de milliers d'euros et qui souhaitent eux placer leur argent dans des entreprises avec de l'impact et puis avec des rendements qui sont hyper intéressants aussi. Notre ambition, elle est double. D'un côté, c'est démocratiser l'investissement dans le non-coté. Et le non-coté, c'est la classe d'actifs qui est la plus performante du marché. Et c'est pas moi qui le dis, c'est France Invest et Ernst & Young. Et de l'autre côté, c'est d'accompagner les citoyens à flécher son épargne vers des projets concrets et qui ont du sens, vers des entreprises qui ont mis au cœur de leur mission de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. Quand on a fait appel à Growth Society, on était une dizaine. On avait la conviction qu'il y avait vraiment un marché. Le contexte était propice. On n'avait juste pas trouvé les clés pour toucher et rencontrer notre audience. Je pense que quand tu es CEO, tu manques de gens qui viennent te challenger, qui viennent t'apporter une vraie vision et remettre même en question ta stratégie. On avait déjà fait appel à des régies pub, par exemple, des agences qui s'occupent de tes ads ou qui viennent t'aider sur ton marketing, sur ton branding. Le problème, c'est qu'en général, tu as vraiment une relation de client-prestataire. Tu leur dis ce que tu veux faire et comment le faire, et eux, ils exécutent. La relation avec Growth Society était vraiment différente. On est arrivé avec notre problématique, on a creusé ensemble cette problématique pour essayer de se poser les bonnes questions. On est allé vérifier ça, on est allé analyser. Tu avais plus l'impression d'être avec tes associés, des cofondateurs ou un board, plutôt qu'avec un prestataire qui attend que tu lui donnes toutes les idées. Avant septembre 2020, en gros, on faisait mensuellement à peu près 0 € de chiffre d'affaires. L'année précédente, on avait fait une bonne année, on était quasiment rentable, mais à partir de février 2020, avec le Covid, on était vraiment à l'arrêt. L'impact, il a été immédiat, c'est-à-dire qu'on a commencé à bosser avec Growth Society en septembre 2020. À partir d'octobre, on a enregistré tout de suite en fait 400% de croissance par rapport au même mois, même trimestre de l'année précédente, ce qui nous a en fait sauvé la boîte. Ces 400% de croissance, on les a enregistrés en fait en 2021 et puis ensuite en 2022. Pour faire un petit état des lieux des chiffres, en 2020, on a en termes d'investissement réalisé par la plateforme, on était à peu près à 8 millions d'euros. En 2021, on en a fait 15. Et là, en 2022, on va closer à plus de 40. Ce qui est hyper intéressant dans la collab avec Growth Society, c'est que ça a vraiment été l'étincelle et ça a mis en place des bases et un mindset growth que moi je définirais comme se fixer des objectifs, une stratégie, un plan d'action, le tester vite, l'analyser et puis derrière itérer. Le but étant d'aller trouver des leviers de croissance sur lesquels tu peux capitaliser et que derrière tu vas essayer de scaler. La croissance que Tudigo a connue sur les 2 dernières années, pour moi, elle est liée à ce mindset growth qu'on a mis en place du point de vue marketing et acquisition. Mais ensuite également, c'est quelque chose qui a été appliqué sur la partie commerciale, dans la relation avec les clients et qui après s'est déversé partout sur le produit. On est parti d'une logique de développement de features, de résolution de bugs, à une logique où du point de vue du produit, du site, de l'expérience utilisateur, on vient regarder toutes les étapes du parcours. Quelles sont les métriques? Quelles sont les métriques de conversion à chaque étape? Quel est le pourcentage de visiteurs qui créent un compte? Quel est le pourcentage de comptes qui remplissent un profil investisseur? Quel est le pourcentage de profils investisseurs qui prennent un rendez-vous ou qui derrière commencent le processus d'investissement? Quel est le pourcentage de gens qui commencent le processus d'investissement et qui derrière finalisent leur investissement? Et ça, cette réflexion-là, ça amène à identifier des leviers produits, commerciaux, marketing, et ça te change en fait, si on prend l'organisation produit, une logique de développement de fonctionnalités basée sur des idées ou juste des pains internes à une logique de développement de fonctionnalités ou de transformation des écrans existants basée sur ce qui va vraiment aider ton utilisateur, ton investisseur à pouvoir prendre sa décision d'investissement. C'est l'idée de lui apporter au bon moment et de la bonne manière les ressources dont il a besoin. Ce que
que j'aime bien avec Growth Society, je trouve qu'en termes d'expertise, tu sens que tu as vraiment en face de toi des gens qui sont hyper bien câblés, qui étudient en permanence comment fonctionnent les régies, tous les leviers d'acquisition. Donc ils sont hyper sachants sur à la fois les régies pub, mais également tu vois, le CRM, parce que je pense que Growth Society s'est enrichi des expériences accumulées avec de super belles startups qui, comme nous, étaient dans une phase d'hyper-croissance. Donc ça, on a pu profiter, je pense, tous, finalement, des enseignements. En fait, en avançant, on va toujours avoir des nouvelles problématiques ou des nouvelles questions qui vont se poser. Et moi, ce que j'aime bien avec Growth Society, c'est que ils vont toujours aller creuser le sujet s'ils n'ont pas la réponse immédiatement et revenir vers toi avec un éclairage, une analyse et une piste d'amélioration. Donc, tu as vraiment un vrai apport d'experts de l'extérieur qui est engagé avec toi dans tes objectifs de croissance. En termes de victoire, première et la plus marquante peut-être, c'est que déjà aujourd'hui on a 2 régies, qui sont Facebook et Google, qui tournent bien et qui nous apportent des résultats qui sont en ligne avec nous, nos objectifs business et une rentabilité. On a testé plein d'approches, plein de messages différents et ça nous a aussi nourri dans notre compréhension de nos clients et ça nous a permis d'affiner aussi nos personas marketing. Et aussi, un de nos gros wins, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux de conversion sur notre parcours qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 2 ans. C'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir une vraie croissance soutenue. Je pense que on peut pas tous bosser avec Growth Society. Il y a un truc qui pour moi est un vrai point fort, mais qui va pas forcément plaire à tout le monde. Growth Society va te challenger en tant que client. On réfléchit en permanence et ça c'est vachement bien, mais alors surtout on fait et on met en place des choses. Tu n'as pas le droit de rien faire pendant un mois. Et quand je dis rien faire, c'est que t'as pas le droit de rien délivrer pendant un mois. Je dis que c'est pas adapté à tout le monde parce que en tant que client, tu dois vraiment t'impliquer dans ce process. En fait, tu vas grandir. Quand tu bosses avec Growth Society, c'est une agence de conseil, c'est une agence qui t'exécute ta gestion des ads, mais c'est en même temps aussi c'est un peu comme une école, tu vois. C'est un formateur, un coach, parce que tu es obligé de devenir bon sur ces sujets-là, sur les sujets liés à l'acquisition, à la conversion. Ça, pour des entrepreneurs qui sont dans le digital, en fait, c'est clé. Personnellement, moi je suis ravie de ma collaboration avec Growth Society. Déjà une communication qui est très fluide, c'est des interlocuteurs qui nous challengent en permanence, nous poussent à aller nous améliorer sur les différents aspects growth, nous ouvrir des perspectives sur des axes qu'on n'avait pas encore pensé à aller creuser et nous aider à aller toujours plus loin. Et puis quelque chose qui ne gâche rien, c'est les équipes sont hyper sympas. Ah, yes. La première phrase de l'interview. Et ça fait que c'est cool, on a envie de bosser ensemble. En tout cas, si vous êtes entrepreneur, que vous avez un beau projet, un beau produit, que vous avez trouvé vos leviers de croissance, que vous êtes déjà sur une belle lancée, que vous avez besoin d'argent, envoyez-moi un DM sur LinkedIn, on sera ravis d'étudier le dossier. Hello tout le monde, nouvel épisode de Parole de Yankee. Aujourd'hui on va parler d'une collab avec Tudigo. C'est un projet qui me tient à cœur particulièrement parce que c'est un des premiers à nous avoir fait confiance quand on a créé l'agence. Ça fait plus de 2 ans qu'on bosse avec eux et moi personnellement c'est une de mes plus belles réussites growth. Je pense que c'est une entreprise sur laquelle on a réussi à avoir beaucoup d'impact. Donc je suis hyper content de pouvoir revenir sur ce projet et de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Quand Alex est venu me voir, il cherchait uniquement un expert sur les leviers paid, ce qui est le positionnement de notre agence aujourd'hui. On a commencé là-dessus, mais j'ai tout de suite vu en lui posant des questions sur ces différentes métriques, en essayant de m'approprier son business, qu'il y avait en fait beaucoup d'autres sujets à régler autour du paid et qu'on n'arriverait à rien si on proposait pas un accompagnement plus global pour permettre en fait à l'entreprise de développer un mindset growth qui allait permettre ensuite à nos actions paid d'être des actions gagnantes. On a atterri sur un scope qui était en fait très large, qui couvrait tout le funnel ARR. On a fait de l'opérationnel uniquement sur notre secteur, le tracking, la production des créas et la gestion des régies, mais on a fait du conseil strat sur l'ensemble de ce qui peut toucher à la croissance d'une entreprise. Très content d'avoir pu amener ma pierre à l'édifice sur un projet qui a des valeurs qui correspondent à celles de Growth Society, qui correspondent aussi à mon éthique personnelle. J'ai vraiment envie de poursuivre cette collab et d'amener ce projet le plus loin possible pour qu'il capte un maximum d'épargne parce que je pense que ça fera du bien à notre pays et à notre planète. Le premier sujet du coup qu'on a ouvert par la force des choses, ça a été la partie tracking parce que on peut pas faire de growth si on n'a pas de data qui remonte. On a remis à plat l'existant. Vous allez voir apparaître un petit Excel
qui vous montre un peu un doc de travail. Et on a proposé tout un nouveau plan de tracking de A à Z qui couvrait l'ensemble des parcours, le tracking analytics, le tracking des différentes régies pour pouvoir construire une logique growth au global dans l'entreprise. Ensuite, une fois que j'ai fait ce travail-là, j'ai quand même formé leurs équipes. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec eux tout le long de la collab. Toujours essayer de laisser une part de notre expertise chez eux pour qu'ils puissent gagner en autonomie et pour qu'au fur et à mesure, nous, on puisse revenir en fait sur notre cœur d'activité qui est la gestion des régies, la production des publicités en ayant autour un environnement qui est efficace et qui est géré par la team Tudigo. Tout ça, ça m'amène à vous présenter le tunnel de Tudigo, comment est construit le produit. Ça vous permettra de mieux comprendre ensuite ce dont je parle, de comprendre toute la complexité qu'on avait autour de ce produit. Il y a plusieurs portes d'entrée, mais le schéma classique, c'est on arrive sur la home qui est là pour évangéliser ce qui est le crowd equity, l'investissement participatif. Cette home a pour mission ensuite de vous envoyer à la découverte des projets qui sont à disposition, puisque le sujet c'est d'investir dans des entreprises, dans des projets. Une fois que vous arrivez sur cette page-là, vous allez avoir les pages projets. Vous allez donc consulter différents projets et choisir ceux qui vous intéressent, ceux qui vous interpellent. Quand vous êtes dans une page projet, l'objectif de ces pages-là, c'est de vous donner envie d'en savoir plus sur le projet et donc de vous forcer à vous inscrire pour en savoir plus, pour avoir toutes les informations, pour prendre votre décision. On rentre dans le tunnel d'inscription qui est composé en 3 étapes majeures. L'inscription classique, mail, nom, prénom, etc. pour récupérer vos infos de base. Mais ensuite, la qualification du type de visiteur que vous êtes, puisqu'on accueille sur ce site des porteurs de projets, des investisseurs et à l'époque des gens qui voulaient participer à l'aspect don contre don. C'est une partie du business qui a été mis de côté. Et enfin, le remplissage de votre profil d'investisseur où on va essayer de comprendre quelles sont aujourd'hui vos liquidités, quel est votre niveau de connaissance sur le sujet, etc. C'est un parcours qui est basé sur une sorte de quiz pour qualifier la typologie d'investisseur et c'est quelque chose qui est imposé aujourd'hui par l'AMF pour être compliant sur ce secteur de l'investissement. Donc là, vous avez créé votre compte. Quand vous allez sur un projet, vous avez enfin la possibilité de voir toutes les informations business de ce projet et de rentrer dans ce parcours d'investissement qui est lui aussi un parcours quand même assez long en 5-6 étapes où on définit son montant, on fournit des informations, on choisit son moyen de paiement, on signe un contrat, etc., etc. Vous comprenez donc qu'on est sur un produit qui est très global avec énormément d'étapes dans le tunnel et ça c'est quelque chose côté growth qui nous a donné beaucoup de travail, que ça soit côté produit, côté data et aussi côté ads, puisqu'il a fallu tester des choses et bien comprendre comment communiquer, où envoyer les gens, à quelle étape du tunnel, comment construire le mix média autour de cette réalité produit. C'est ce qui était hyper intéressant dans ce projet. Dans un deuxième temps, une fois qu'on avait mis en place tout ce système de tracking, on s'est lancé sur le déploiement des régies et sur le travail du coup de fond d'optimisation des régies, notamment Facebook et Google Ads. Je savais que sur ce compte, ça serait difficile de trouver des solutions. Plus le parcours est long, plus c'est difficile d'amener un user à la conversion, notamment avec des régies au tunnel comme Facebook. Mais on avait un tracking qui était opérationnel, qui était solide. Je savais que j'allais pouvoir itérer dans de bonnes conditions. Alex et Julie étaient motivés, ils étaient prêts à changer des choses sur le produit, sur l'organisation des équipes, sur la façon dont on aborde cette vision-là. Donc on s'est lancé dans ce travail d'optimisation de fond des leviers d'acquisition et je vais revenir avec vous sur les questionnements majeurs, les points de doute qui nous restent encore et des objectifs qu'on se fixe sur 2023. Commençons par parler de ce qu'on a fait sur Facebook. Donc sur Facebook, premier questionnement, où placer l'événement d'optimisation ? Vrai sujet, on sait que ça a un impact fort et sur la structure et sur le fonctionnement de l'algorithme. On a bien évidemment essayé tout d'abord la solution un petit peu de facilité, c'est-à-dire optimiser sur le dernier événement du tunnel, donc l'investissement. Je vous ai décrit le tunnel, donc vous vous rendez vous-même compte de toutes les étapes qu'il y a à passer pour arriver à cet investissement. Là, ça n'a pas marché, on s'en doutait un petit peu, mais on était obligé de le tester avant d'aller sur autre chose. Après toute une série de tests sur ce sujet-là, on a abouti sur une structure d'optimisation sur de la création de compte et ensuite dans la régie Facebook un retargeting découpé qui amenait progressivement les gens qui venaient de créer un compte à des profils complétés et à des investissements en ayant une variation des contenus qu'on propose à ces différentes étapes du tunnel. On a couplé cette stratégie évidemment avec un travail sur toute la partie marketing automation puisqu'il y avait un vrai sujet
à optimiser du coup les taux de conversion entre les différentes étapes du tunnel. On avait cet enjeu du coup de tout ce qui était flow de marketing automation, mais aussi produit. On a itéré sur le tunnel produit, la façon dont on posait les questions, le volume de questions, l'organisation des formulaires, etc. pour arriver aujourd'hui à un résultat que je considère comme très satisfaisant, sur lequel on va continuer de travailler. On a des taux de conv qui nous permettent d'avoir une acquisition payante qui, au global, a une bonne rentabilité. L'autre sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est le tunnel d'acquisition. Donc par où on fait arriver les gens. On a testé énormément de choses. D'abord, différentes pages du site. Est-ce qu'on envoie les gens sur la home, sur la page découvrir tous les projets, sur le formulaire d'inscription, sur des pages projets. On a aussi testé un tunnel bien évidemment par landing page. Sur cette approche-là, on a testé aussi plusieurs formats de landing page, plusieurs typologies de discours. On a testé une approche par les conseillers, c'est-à-dire de pousser en fait une inscription et un tunnel qui serait un peu moins autonome, un peu moins digital, où les conseillers en investissement joueraient un rôle un peu plus tôt dans le parcours d'investissement. On a aussi testé un tunnel de nurturing avec du MQL plus nurturing, donc récupérer des emails et ensuite les nurturer avec du contenu pour aboutir derrière à une inscription. Donc ce type de tunnel, le pari c'est toujours un petit peu le même, avoir un coût d'acquisition qui est beaucoup plus faible et ensuite travailler sa conversion via le nurturing pour amener un utilisateur qui au début n'est presque qu'une adresse mail à devenir un vrai investisseur. Comme vous le voyez, on a testé quand même pas mal de choses. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé la formule magique, en tout cas selon moi. Ça, c'est pas un point sur lequel je suis encore tout à fait satisfait du travail qu'on a fait. C'est quelque chose qu'on va continuer à faire sur 2023. Faut dire que c'est des tests qu'on a fait en gérant en même temps la réalité business. Au milieu de ces tests-là, il y a eu des changements sur le produit. On avait des variations du volume de projets disponibles qui impactent aussi beaucoup les taux de conversion. On a eu des modifications de tracking liées à des modifications de produits. On a eu du travail à faire sur les assets créatifs, donc on a eu des paramètres qui changeaient aussi au niveau du trafic qu'on envoyait sur le site. Et tout ça a rendu la tâche un peu compliquée. Ça devrait être beaucoup plus simple sur 2023 puisqu'on a déjà réglé pas mal de sujets. On a déjà appris des choses et donc on va avoir moins de paramètres à toucher, ce qui va nous permettre d'apprendre plus rapidement sur cette partie tunnel. Ce qu'on a pu tester par exemple, et ce qu'on a constaté, c'est la différence d'impact et d'engagement pour quelqu'un qui découvre Tudigo entre un projet en obligation et un projet en action. Ça, c'est un axe sur lequel on va pouvoir capitaliser. On a aussi compris que le fait de rentrer par la verticale conseillée, c'était pas une bonne idée parce que ça a créé trop de déchets, ça a généré trop de charges en ressources humaines du côté de Tudigo pour un résultat derrière qui était pas forcément bon. On a aussi appris beaucoup de choses sur la construction qu'on devait mettre en place dans nos landing pages, sur les discours marketing. On a testé notamment des discours orientés plutôt Made in France, des discours orientés durable RSE, des discours orientés rendement, etc. L'ensemble de ces tests nous a permis de repositionner Tudigo et d'affiner un petit peu le discours qu'on allait proposer. La morale de l'histoire, c'est que quand on défriche un terrain avec beaucoup de tests à faire, il faut accepter que sur certains aspects, on n'obtienne pas de réponse, de solution satisfaisante dans un premier temps, qu'on arbitre les sujets sur lesquels on arrive à avancer, sur lesquels on n'arrive pas à avancer, mais quand la mesure derrière des datas est bonne, ça permet très facilement de faire ces arbitrages-là et dans le temps de poser les briques une après l'autre. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas besoin de toutes les avoir posées pour voir déjà des impacts sur la croissance et obtenir des résultats. Sur GAds, quand on a repris le compte, la structure n'était pas bonne, les bonnes pratiques n'étaient pas mises en place. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout cassé, tout reconstruit. On est reparti d'un audit des mots-clés, des volumes de recherche, etc. pour construire une structure adaptée à ce business, aller chercher des niveaux de qualité entre 8 et 10, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est l'acteur qui capte le plus de trafic payant sur la quasi-totalité des requêtes proches du champ sémantique qui correspond à Tudigo. Les difficultés qu'on a eues sur ce compte, je reviens là-dessus parce que ça peut vous toucher si vous êtes gestionnaire de campagne, c'est qu'on a eu beaucoup de mouvements produits
Et qui dit mouvement de produit, dit mouvement de tracking. Et sur Jade, on a pas mal de stratégies d'enchères qui sont basées sur ces conversions, sur le volume de ces conversions et sur la valeur de ces conversions. Que vous soyez en CPA cible, en maximiser la valeur de conversion, en ROAS cible, etc. Vous êtes impacté par le setup des conversions dans le compte Google Ads. Vous allez voir s'afficher à peu près la courbe d'évolution sur les derniers mois sur la régie Google Ads et vous allez voir qu'il y a quand même des hauts et des bas, même si la tendance globale est à la croissance. Ça vient en partie de ça. Ça vient en partie de perturbations qu'on a reçues sur le compte, dues en majorité au changement de tracking et aussi à la variation de concurrence, puisqu'on a des acteurs qui gravitaient autour de nous, comme Lita, comme Mimosa, comme d'autres, qui ont eu, eux, une dépense assez irrégulière sur la régie et qui sont donc venus perturber l'environnement concurrentiel et perturber aussi la stabilité de nos campagnes et notamment de nos CPA cibles. On en a profité pour faire des tests sur autre chose que du search. On a testé du display, on a testé du YouTube. Les résultats sont pas satisfaisants, mais ils étaient quand même très intéressants. Ça, c'est fait aussi partie de nos défis sur 2023. Aller élargir ce mix média. C'est aussi un projet où on s'est beaucoup impliqué sur la partie produit. Moi, je me considère pas du tout comme un PM, mais on avait quand même cette capacité à appliquer une logique growth sur une team produit. On a identifié qu'il y avait des problèmes d'organisation. On les a recentrés sur une logique parcours et expérience utilisateur. Et pour que ça puisse marcher, ce qu'on a mis en place dans la boîte, c'est une capacité à capter les besoins des différentes entités, que ce soit les besoins market, les besoins sales, les besoins customer success, etc. À capter aussi les besoins vision de la direction et à créer une logique et une organisation en sprint avec une capacité à prioriser les demandes pour être capable de répondre de la façon la plus optimisée avec les ressources dev qu'on avait aux besoins d'évolution de la plateforme dans son ensemble. La vidéo est déjà sans doute assez longue, je ne vais pas rentrer dans plus de détails sur ce qu'on a fait sur les 2 ans de collab, mais vous l'avez compris, c'était un projet complet qui correspondait complètement à la philosophie de l'agence, qui est d'être un partenaire et pas un prestataire qui travaille sur vos objectifs de croissance en général. On a eu la chance d'avoir des interlocuteurs qui étaient capables de faire en interne, qui étaient capables d'écouter, qui nous ont donné la place dont on avait besoin au moment où on en avait besoin et de reprendre ensuite des sujets qu'on n'avait pas vocation à garder dans le temps. Donc un grand merci à Alex et à Julie et je vous garantis qu'on va pas s'arrêter là. Sur 2023, on va tout casser, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Tudigo qui est et qui restera le leader de l'investissement participatif en France. Bang, bang, bang.